Donc, alors, le pancréas et l'intestin en quelques points. En pratique, l'activité pancréas, c'est une activité qu'on a beaucoup dans le service. L'activité d'intestin, on en a quasiment plus ou peu. Bien choisir son pancréas. Alors, ça c'est vraiment fondamental parce que le pancréas, c'est un des organes les plus fragiles qu'on ait à transplanter. Bon, il y en a d'autres qui sont très très fragiles, mais celui-là, il laisse peu de chance à la mauvaise qualité de l'organe. Et à chaque fois qu'on va avoir un organe de qualité moyenne ou à défaut de qualité mauvaise, la sanction elle est immédiate et généralement on a des thromboses de la veine pancréatique, donc de la veine porte, qui conduisent à l'explantation de l'organe dans 24 heures. Donc on est très 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 scrupuleux à essayer de retrouver des éléments qui vont nous permettre de savoir si l'organe est de bonne qualité ou pas de bonne qualité. Et globalement, la première chose qu'on va faire quand on va aller regarder le pancréas, c'est d'ouvrir l'arrière-cavité des épiplombs et d'aller plonger sur la face antérieure du pancréas pour voir qu'il n'y ait pas d'œdème déjà. Dès que vous avez un pancréas qui est œdémacié, où il y a l'ovulation pancréatique qui commence à se séparer avec une espèce de gélatine verdâtre, là, c'est que globalement il y a eu de la pancréatite et qu'il ne faut surtout pas utiliser le pancréas, et d'ailleurs ni pour le pancréas total ni pour les îlots. Donc ça, c'est les signes indirects de pancréatite. Et puis quand on le regarde, un pancréas il doit être souple, il a une couleur qui est un peu rose-jaune. Et puis, il ne doit pas être à bord tranchant, parce que quand il est à bord tranchant et qu'il est un peu dur, généralement, c'est des signes de pancréatite chronique, et là encore, on a des ennuis avec ce type de pancréas. Donc, il faut essayer de bien le choisir. Alors ça, c'est des arguments anatomiques et c'est des arguments morphologiques. Et puis, il y a tous les arguments de la sélection du donneur préalable sur lesquels je ne peux pas revenir, mais auxquels je répondrai si vous avez des questions. Ensuite, il faut bien retenir que quand vous faites un pancréas, que vous fassiez pour un pancréas total, ou vous fassiez pour un pancréas pour îlot, parce que de plus en plus on va vous demander de prélever des pancréas pour faire des îlots d'endurance. C'est le même combat, c'est le même type de dissection, c'est le même prélèvement, et c'est ce qu'il faut garder en mémoire. Donc le prélèvement est un prélèvement du pancréas de la jambe duodénale, et la seule chose qui va séparer le prélèvement des îlots du pancréas vascularisé, c'est le partage des vaisseaux. Parce qu'évidemment, pour faire un pancréas pour îlot, on n'a pas besoin de vaisseaux, on n'a pas besoin d'en faire de reconstruction vasculaire. Pour le reste, la technique c'est la même, il ne faut pas rentrer dans la glande pancréatique, il faut disséquer avec le même soin, il ne faut pas laisser le pancréas mariner pendant 1 heure au fond de l'abdomen avec un glaçon dessus, attendre que les reins soient sortis. Il va bien falloir garder en idée qu'on sortira, on le verra tout à l'heure, le foie, et le deuxième organe à sortir c'est le pancréas. Qu'on fasse des îlots ou qu'on fasse un pancréas vascularisé. Alors ensuite, bon, pour vous aider un peu, il faut se souvenir qu'il y a des règles de répartition maintenant qui interviennent sur la séparation des pancréas vascularisés et îlots. Globalement et très schématiquement, quand on fait un donneur qui est plus de 50 ans avec un BMI supérieur à 30, ça va plutôt pour les îlots, et pour les BMI inférieurs à 30 et les donneurs inférieurs à 50 ans, à ce moment-là, c'est plutôt pour un pancréas vascularisé, en sachant que là, bien sûr, on peut basculer de l'un à l'autre en fonction des conditions pour chaque donneur. Alors, bien connaître l'anatomie vasculaire, c'est le troisième élément. Un rappel très bref sur l'anatomie et la vascularisation du pancréas. Le pancréas, en fait, il est vascularisé pour sa queue par l'artère splénique, c'est ce qu'il faut retenir, et pour la tête et le cadre duodénal par l'artère mésentérique supérieure, avec une vascularisation très anastomostique, en particulier avec la gastro-duodénale. Et donc la gastro-duodénale, la plupart du temps, on peut la sacrifier, parce qu'il y a des anastomoses très 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 perméables entre l'artère mésentérique supérieure et la gastro-duodénale. Donc bien retenir, vascularisation de la tête, c'est la mésentérique sup, et vascularisation de la queue, c'est l'artère splénique. Alors après, on a parlé des variations du pédicule hépatique, j'y reviens pas. Il y a une variation du pédicule hépatique qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la variation qui fait à peu près 11%, c'est l'artère hépatique droite. Et on répondra tout à l'heure à la question de savoir si on peut prélever un pancréas quand on a une artère hépatique droite ou pas. Alors, Emmanuel parlait tout à l'heure de la dissection du pédicule hépatique, nous y voilà. Quand on doit réaliser un prélèvement pancréatique et puis qu'on a un prélèvement hépatique à faire au même moment, eh bien, il faut disséquer le pédicule hépatique, on est absolument obligé de le faire, et différencier l'artère splénique, la courbe de l'artère hépatique commune, la pylorique, la gastro-duodénale qui vont être liées, et donc toute cette région qui est une région de partage vasculaire. Donc il faut apprendre à disséquer ça. Et il faut garder un certain nombre de règles. La première, c'est de se mettre dans les gaines vasculaires, parce que si vous ne mettez pas dans les gaines vasculaires, vous allez vous écarter de la région cible et vous allez créer des lésions potentielles à la fois sur la voie biliaire principale pour le côté du foie, et puis sur le pancréas, vous allez probablement rentrer dans le pancréas. Ça, c'est pas bon du tout.
Et puis, quand vous allez faire votre dissection vasculaire, il faut faire attention, comme le disait tout à l'heure Emmanuel, de ne pas faire de lésion d'étirement. Et pas faire de lésion d'étirement, c'est de laisser en place l'organe. Parce que dès que vous allez tirer sur l'organe, vous allez tirer sur les vaisseaux. Et puis la deuxième contrainte que vous allez créer quand vous déplacez l'organe, c'est que vous allez modifier les rapports. Et il y a un élément, par exemple, sur la dissection de la veine porte qui est tout à fait classique, c'est de tirer le pancréas vers le bas, de tirer le foie vers le haut et de descendre le plus bas possible vers le pancréas pour la veine porte. Et à ce moment-là, si on sectionne à ce moment-là, eh bien, on a quasiment une section au niveau du tronc splénomésésaïque et on a une veine porte qui va être extrêmement difficile à reconstruire. Donc on verra tout à l'heure, au niveau du partage des vaisseaux, il va falloir couper entre le foie et le pancréas. Alors, on lit l'artère gastro-duodénale, on va aiguiller la splénique à 5 mm, puisque c'est celle qu'on va récupérer pour vasculariser la queue. Ce que disait tout à l'heure Emmanuel, on laisse 5 mm au chirurgien hépatique pour qu'il puisse refermer éventuellement son artère splénique, s'il n'a pas une reconstruction vasculaire à faire avec. Et puis la veine porte, comme je viens de dire, doit être sectionnée à mi-distance entre le pancréas et le foie. Alors, s'il y a une hépatique gauche, généralement, il n'y a aucun problème. S'il y a une hépatique droite, c'est là que les problèmes peuvent commencer. Et il y a des équipes encore en France, on verra dans les éléments qui sont très importants, qui considèrent qu'on ne peut pas faire une transplantation de pancréas quand on a une hépatique droite. C'est faux. On peut parfaitement faire du pancréas quand on a une hépatique droite. Seulement, il va falloir compter les arcades pancréatiques qu'on va sacrifier. Et habituellement, il ne faut pas en sacrifier plus de 2. Si on a sacrifié plus de 2, à ce moment-là, on prend un risque pour la vascularisation de la tête et la vascularisation du cadre duodénal. Et du coup, on fait basculer le pancréas vers les îlots, en sachant qu'on ne veut pas prendre ce risque-là. Donc, bien retenir que la présence d'une artère hépatique droite n'est pas une contre-indication à la réalisation d'un prélèvement pancréatique et d'un prélèvement hépatique dans le même temps. Donc, dans les choses qui sont très importantes, on vient voir l'hépatique droite. Sachez aussi que dans le partage des vaisseaux, et ça on en reparlera, il n'y a aucune difficulté à laisser le patch de l'artère mésentérique pour les transplantations hépatiques. Nous, on se contente d'une artère mésentérique qui va être extrêmement courte, généralement elle fait 1 cm par 2 cm, et ensuite on va la reconstruire et on verra comment. Quand vous faites un split in situ ou ex situ, et ça on en reparlera peut-être aussi tout à l'heure, et c'est les conditions classiques dans lesquelles on a un refus de certaines équipes de réaliser un prélèvement pancréatique, souvenez-vous que le split in situ ou ex situ ne contre-indique pas non plus la transplantation pancréatique, et qu'il n'y a pas de raison. La seule chose qui peut se passer quand on split et qu'on a un foie gauche qui va partir pour un enfant et qui a une thrombose de la veine porte chez cet enfant-là, c'est qu'on nous demande de prélever de façon extensive la veine porte du donneur. Alors à ce moment-là, il faut discuter avec l'équipe, voir s'il n'y a pas de solution alternative. S'il n'y en a pas, à ce moment-là, la transplantation hépatique devient prioritaire par rapport à la transplantation hépatique. Et puis alors, la dernière des transplantations qui va poser problème pour un prélèvement pancréatique, c'est la transplantation intestinale. Il est clair que si on ne fait pas un bloc, on verra tout à l'heure, à ce moment-là, il faut choisir entre l'intestin et le pancréas, parce qu'on ne peut pas faire les deux. Et compte tenu du fait que, généralement, on est face à des patients qui ont une pathologie vitale en jeu pour la transplantation intestinale et qu'il y a très souvent une transplantation hépatique associée, à ce moment-là, il y a une priorisation pour la transplantation hépatique et intestinale. Alors sur la préparation du cooling et le refroidissement, on a parlé de la canule veineuse tout à l'heure. Il y a un élément qui est tout à fait important. Le pancréas est très sensible à l'œdème, et quand vous mettez une canule mésentérique, que le chirurgien hépatique va mettre sa canule mésentérique, il faut lui demander de la pousser dans l'autre porte. Il ne faut pas la laisser dans le tronc splénomésésaïque ni dans la splénique, ni à défaut évidemment dans la veine mésentérique inférieure. Pourquoi? Parce que quand vous avez un effet de flux avec une augmentation de la pression, cette augmentation de la pression va être responsable d'un œdème pancréatique, et cet œdème pancréatique est très délétère. À titre d'exemple, quand on fait de la transplantation d'îlots et qu'on essaie d'isoler des îlots, pendant des années, l'injection de libérase, c'est-à-dire de collagénase qui permettait la dissociation du tissu exocrine et endocrine, elle se faisait par la veine porte. Donc c'est par la veine porte qu'on dissociait les îlots. Donc vous voyez que si vous mettez un flux important de liquide par la veine porte, vous allez entraîner une dissociation des lobules pancréatiques, et que ça va être délétère pour la reprise de fonction. Quand vous prélevez, il faut mettre de la glace en arrière et en avant du pancréas, et ça nécessite de relever le mésogastre postérieur. C'est-à-dire que quand on fait notre dissection, on va empaumer la rate, libérer la face postérieure de la rate, et relever tout le plan du pancréas, juste derrière le plan de la veine splénique. Et là, il va falloir mettre de la glace, parce que c'est pas le premier organe
qui va sortir, il va falloir qu'il attende un petit peu avant d'être explanté, et pendant cette attente, il doit être absolument au froid, donc du froid derrière et du froid devant, dans l'arrière-cavité des épithètes. Et puis savoir que, idéalement, il faudrait que lorsqu'on a fait le cooling, donc le refroidissement après la cannulation, eh bien, il faudrait pouvoir sortir son pancréas dans la demi-heure ou dans les 45 minutes qui suivent cette manœuvre, et que vous verrez en pratique, regardez précisément, c'est rarement le cas, il y a très souvent plus d'une heure entre le moment où on a fait sa cannulation et son flush, et puis le moment où on va sortir le pancréas. Alors qu'est-ce qu'on fait du tube digestif ensuite? Eh bien, le tube digestif au feu est large, on va donner un coup de GIA sur D1, c'est-à-dire juste après le pylore, sur D3, et puis on rétablira ensuite la longueur, parce qu'on ne garde que la jambe de D2 au moment de la préparation du pancréas lui-même, c'est-à-dire un peu plus tard, juste avant la transplantation. C'est un moment où il peut y avoir des plaies digestives. Si vous faites une plaie digestive, il faut la signaler. Il faut la signaler pourquoi? Parce qu'on le verra dans un des sujets, la plaie digestive, elle est pourvoyeuse d'un certain nombre d'infections, et en particulier une chose redoutable, c'est les candidoses. Et donc une candidose, ça peut tuer un malade, et on verra dans quelle mesure il faut, et quelles sont les méthodes à la fois de traitement et de mise en alerte. Dernier élément sur le mésentère, c'est que donc là votre pancréas il est quasiment libéré, il ne tient pratiquement plus que par le mésentère et l'artère mésentérique supérieure. Et bien à ce moment-là, il faut sectionner le mésentère au ras du processus incinatus. Et pour le sectionner, il ne faut pas donner un bout de ciseau, parce que sinon tous les vaisseaux du mésentère vont se rétracter vers l'artère mésentérique supérieure. Il faut donner un coup de GIA, et puis ensuite on fera, nous, au moment de la préparation de l'organe, un surjet aller-retour pour les 3 heures. Donc voici les zones de coupe, ici au niveau de D3, ici au niveau de D1. On vous rappelle la vascularisation, et puis voilà à quoi ça ressemble quand on sort. Donc vous avez ici le cadre duodénal, vous avez le pancréas qui est ici, puis vous avez ici la rate qui est prélevée et qui est amenée avec le pancréas. La reconstruction vasculaire, elle est très importante à se mettre en tête, parce qu'elle conditionne le type de vaisseau que vous allez prendre pour la reconstruction vasculaire. Alors, il faut savoir qu'il faut reconstruire la splénique, il faut reconstruire l'artère mésentérique, et pour ça il faut une bifurcation artérielle. La bifurcation artérielle qu'on utilise habituellement, c'est la bifurcation iliaque interne, iliaque externe, et donc un fragment d'iliaque primitive qui va avec. On la renverse, on met l'iliaque interne généralement sur la splénique et l'iliaque externe sur la mésentérique supérieure. Et puis pour ce qui est de la veine porte, la plupart du temps on la rallonge pas, mais imagine qu'on a un patient qui soit particulièrement profond, ou que la veine soit un peu courte, on peut être amené à la rallonger, donc il faut un petit fragment de la iliaque pour pouvoir le faire. Donc voilà comment ça marche, la reconstruction vasculaire. On va raccorder ici l'iliaque interne, ici l'iliaque externe. Et puis, il y a d'autres méthodes qui sont des méthodes alternatives, donc pour réimplanter directement l'artère splénique dans le tronc de la veine antérieure supérieure, comme ici par exemple. Et ça, c'est l'allongement vélo. Deux derniers éléments. Le premier, c'est le conditionnement du pancréas. Il n'y a pas de spécificité particulière, donc il reste en incubation statique. On ne fait pas de machine quasiment pour le pancréas, où ça demande juste actuellement. On le conditionne avec ces vaisseaux. On ne relave pas le pancréas en backtitle pour éviter justement les lésions dont on parlait tout à l'heure, qui sont ces lésions de Dev. Il y a une condition que vous pouvez le relaver, c'est si vous avez un liquide de type intracellulaire et que vous souhaitez utiliser un liquide de 4e génération. Il y a beaucoup de liquide maintenant, mais vous relavez avec le minimum de liquide pour éviter le Dev. Alors pour finir le prélèvement intestinal en quelques mots, donc ce prélèvement intestinal, il y a différentes situations dans les différents types qu'on peut faire. Vous faites un intestin seul, ou vous faites un bloc foie-rein, ou vous faites une transplantation qui est multiviscérale. Et alors à ce moment-là, c'est à la carte, en fonction du type de transplantation que vous faites au total. On l'a dit tout à l'heure, pancréas et intestin en tout cas, lorsqu'ils sont seuls et isolés, peuvent difficilement être prélevés dans le même temps, et on a une privilégiation pour l'intestin jusqu'à preuve du contraire. Alors ça, c'est l'intestin isolé. Quand vous faites un intestin isolé, vous allez brancher une artère mésentérique supérieure, donc on va prendre l'artère mésentérique supérieure avec son ostium, et puis vous allez ensuite avoir la veine mésentérique supérieure qui va être branchée ou sur la tronc-porte ou sur la veine inférieure. La plupart du temps, on a une dérivation qui est une dérivation systémique. Quand on a un foie intestin, il faut se souvenir qu'à ce moment-là, on greffe en bloc. La vascularisation, c'est le tronc cœliaque et l'artère mésentérique supérieure qui sont prélevés en bloc. Et puis on a une anastomose qui est la plupart du temps une anastomose cave à ce moment-là. Et puis enfin on a les transplantations multiviscérales, c'est encore plus simple. Et puis il y en a, j'allais dire en termes de volume, plus c'est simple à construire. À ce moment-là, on se met directement sur la horte et on se met directement sur la veine cave inférieure.